Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance. Je suis Maxime Frémaux et aujourd'hui je reçois Yann Le Boudec. Yann est entraîneur du Pôle France Piste de Bourges et ensemble nous allons échanger sur la double activité route et piste. Bonne écoute. Salut Yann, merci d'avoir accepté l'invitation pour passer sur le podcast Cyclisme Performance. Du coup la première question qui est la même pour tout le monde, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes? Ouais, salut Maxime. Oui, Yann Le Boudec, 27 ans. Je travaille à la Fédération française de cyclisme et je suis coordinateur et responsable du pôle France de Bourges. Du coup, tu as fait quel type de formation? Est-ce que tu as une formation universitaire? Est-ce que tu as fait plutôt diplôme d'État pour arriver à ce poste au pôle? Ouais, donc moi j'ai fait un cursus universitaire classique. Après le bac, une licence STAPS, entraînement sportif, et puis après un master également à l'INSEP sur l'entraînement également. Après ce master, moi, je suis directement rentré à la Fédération française de cyclisme. J'avais fait des stages également pendant mon master avec l'équipe de France de cyclisme sur piste. Euh, voilà, plutôt sur des missions sur l'analyse de la performance. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué là-dedans. Et on m'a proposé en 2020 le poste de responsable du pôle de Bourges. Donc ça, c'est mon travail au quotidien. À côté de ça, je suis aussi sur les compétitions internationales avec l'équipe de France relève, voilà où je coach les jeunes. Voilà, je m'occupe plutôt du collectif endurance femmes chez les jeunes. Fonctionne le pôle de Bourges? Enfin, quelles sont tes missions là-bas au pôle? Est-ce que tu gères tout ce qui est partie entraînement vraiment global et voilà, comment fonctionne un pôle? Alors le pôle déjà, donc nous on a une dizaine d'athlètes, donc ça varie un petit peu en fonction des années, mais c'est une dizaine d'athlètes d'une manière générale. Des filles et des garçons. C'est un pôle qui a été ouvert en 2014, donc qui est quand même assez jeune. Le pôle il est basé au Creps de Bourges, donc il y a des facilités au niveau des infrastructures, notamment avec le vélodrome qui est sur place, les logements pour les étudiants, le restaurant également qui est sur place, le lycée juste à côté. Donc voilà, il y a vraiment des facilités. Il y a également toute une équipe qui s'occupe des jeunes sur le suivi scolaire. Voilà, donc ça c'est vraiment une vraie aide. Et nous, avec mon collègue Léonard Cosny, on est plutôt sur la partie entraînement. Donc on s'occupe du projet sportif des athlètes, on met en place le projet avec les différentes équipes des coureurs. Et nous, on s'occupe voilà vraiment de mettre en place l'entraînement, le suivi de la progression des athlètes au quotidien. Nous, on est vraiment voilà, sur ces sujets-là très présents. Ouais, ok, t'es vraiment dédié sur le côté perf. Et ouais, formation du coup des jeunes à partir de KD2, du coup, toi tu prends les jeunes au pôle. Ouais, alors depuis 3 ans, on les prend en fin de KD1. Donc voilà, on les prend, c'est des rentrées, la rentrée Ok. scolaire classique, ils arrivent en septembre, donc fin de KD1. Ça permet de les avoir sur une formation de moins de 3 ans. On fait un premier point, on va dire, fin milieu de Junior 2. Voilà, et puis c'est pas exclu que certains ou certaines restent après sur le début de leurs années espoirs, vraiment si les projets collent et que la progression suit son cours. Mais voilà, en règle générale, on les prend oui, fin de KD1 et jusqu'à Junior 2. Et du coup, ouais, le pôle de Bourges avec la piste, c'est principalement un pôle dédié à la piste ou quand même tu laisses la pratique de la route entre guillemets en option ou c'est obligatoire? Non, c'est clairement obligatoire. On est vraiment sur le double projet. Le but, c'est de former voilà, les athlètes sur les deux activités. Je pense que c'est vraiment un bienfait en plus pour eux de se développer sur les deux aspects. La pratique de la route, elle est indispensable aujourd'hui pour le pistard endurant de haut niveau. On le voit voilà, il y a eu le championnat du monde élite qui vient de se terminer. Les très grands coureurs pistards sont également de très bons routiers, d'une manière générale, hormis quelques exceptions. Donc voilà, on est vraiment sur les deux disciplines et la pratique de la piste est également un vrai avantage sur la route, notamment sur le développement des qualités de vitesse, de sprint.
les qualités lactiques également, qui sont aujourd'hui indispensables ou en tout cas très importantes quand on veut gagner des courses sur la route. Tu as débordé sur une question que j'allais te poser du coup sur le côté double activité. S'il y avait vraiment un lien, tu vois, on a eu les Wiggins qui sont arrivés, ils sortent de la piste, poursuite, ils gagnent le Tour de France. C'est un peu lui, on va dire, qui a remis un peu le pied à l'étrier de double activité, Cavendish aussi par la suite. Mais ouais, aujourd'hui, quand tu regardes tous ceux qui sont en endurance sur piste, du moins au niveau, dès qu'ils basculent sur route, il y a des gros moteurs quand même. Du coup, comment toi tu peux expliquer ce lien et pourquoi toi tu encouragerais la double pratique comme ça? Je pense que c'est hyper complémentaire. Sur la piste, on va forcément de base, ça reste une activité très intense. Les durées de course sont assez réduites. Ça va de 4 minutes pour une poursuite par équipe, même moins de 4 minutes chez les garçons, à 1 heure grand maximum pour une américaine. Donc forcément, on développe des qualités voilà, sur les intensités hautes, le sprint, les qualités lactiques, la PMA également, qui vont également être hyper bénéfiques sur la route, parce que c'est grâce aux hautes intensités qu'on va aller gagner une course sur la route, sur le final d'une course. Donc voilà, ça se rapproche et voilà, ça se complète parfaitement. Également sur piste, ce qui va être le bon pistard sera toujours très véloce. On aura des qualités vraiment de vélocité qui seront très importantes, et ça pour rouler vite, que ce soit sur piste ou sur la route, ça reste important. Également quelque chose de tout bête, mais les vitesses sont de plus en plus élevées, donc le facteur aéro est hyper important sur piste, et ça c'est quelque chose que voilà tout pistard, une fois qu'il repasse sur la route, a en tête, et c'est quelque chose qui est pas forcément inné, de produire de la puissance tout en étant aéro. Donc voilà, donc c'est un ensemble de choses qui fait qu'une fois que le pistard passe sur la route, il y aura toujours ou souvent quelque chose, un petit truc en plus. Et il y a beaucoup d'exemples qui le confirment, hein, que ce soit à l'international ou chez les Français ou Françaises. Ouais, il y a de très bons coureurs qui sont pistards et routiers à l'heure actuelle. Et j'ai un coureur qui a fait le championnat de France élite en janvier. Et tu vois, ça a roulé quand tu regardes les datas de puissance après les courses. Ouais, c'est des grosses séances intensité. Lui, il a un peu plus subi parce que bah, t'as tous les pros qui revenaient de stage en Espagne, etc. Et tu voyais clairement que déjà ça roule plus vite que les années précédentes et que derrière, voilà, c'est des exos. Mm. Sur route, il aurait du mal à sortir autant de puissance au mois de janvier, je pense. Ouais, ouais, complètement. Et puis l'évolution de l'activité sur la piste fait que la transition est de plus en plus simple. Je pense avant il y avait voilà sur piste l'ancienne école qui nous disait de pas mettre de gros braquets, toujours voilà, la vélocité en priorité. Aujourd'hui, l'évolution des braquets est hyper importante, donc les cadences sont un petit peu plus faibles sur piste. Et finalement, ça se rapproche de plus en plus voilà, des cadences de route. Ouais, c'est encore un petit peu plus élevé, mais forcément, notamment sur les phases de sprint. Mais la différence est beaucoup moins importante qu'il y a quelques années. Et ça, du coup, tu pourrais l'expliquer comment? Du fait que t'es beaucoup de routiers, du coup, qui rebasculent sur piste et eux, avec les braquets, route, etc., de avoir des cadences plus faibles pour retrouver un peu les sensations de la route. Ouais, alors je crois que ça part quand même à la base de l'analyse de l'activité sur piste, où forcément on se rend compte qu'on est quand même beaucoup plus efficace à des cadences de 100-110 qu'à des cadences de 120-130, comme c'était le cas actuellement. Mm. Donc Ouais. voilà, l'efficacité, elle prime là-dessus. Et puis l'évolution de l'entraînement aussi, euh, où la notion de force est de plus en plus importante. La plupart des pistards aujourd'hui pratiquent la musculation. Euh, Nous, par exemple, au pôle, c'est vrai que c'est quelque chose qui est pratiqué depuis dès qu'ils arrivent. Alors forcément, on fait attention parce qu'ils sont encore jeunes, mais dès qu'ils arrivent, on inclut ce travail de musculation. Et donc, les niveaux de force sont plus en plus élevés, et les braquets peuvent être de plus en plus importants. Et voilà,
même si on perd un petit peu de temps sur un départ arrêté en poursuite par équipe, parce qu'on a 2 ou 3 dents de plus, finalement, le gain ensuite, une fois que le braquet est lancé, qu'on atteint les allures de course, euh, il est bien plus important, en fait. Donc, voilà, ça part de Ok, l'analyse de ouais. Et l'activité, donc du coup, ouais, la muscu. et puis effectivement, bah voilà, la transition entre route et piste est encore plus facile. Musculation, elle fait partie prenante de l'entraînement. Entraînement musculation, du coup, en salle, à côté du vélo. Et est-ce que sur le vélo aussi, tu fais de la force? Ouais, ouais, clairement. Donc le travail de force, il est hyper important. Donc on va travailler la force d'une manière globale, on va dire, en salle de musculation. Donc la musculation, on l'utilise voilà, sur deux objectifs, on va dire. Une phase un peu plus prophylaxie, prévention des blessures, gainage, etc. Voilà, qui est hyper important, notamment également le maintien de cette position aéro qui peut être assez extrême sur la piste. Hmm. Et puis voilà, sur du développement vraiment physique et physiologique, sur du travail vraiment de force max et d'explosivité. Voilà, c'est les deux thématiques qui sont vraiment travaillées en salle de muscu. Toute l'année, avec quand même des moments de l'année où, voilà, où ce travail est priorisé, notamment l'hiver, mais on garde des rappels tout au long de l'année en fonction des différents objectifs. Ça permet d'avoir un petit suivi annuel et de pas recommencer à zéro quand on redémarre la phase hivernale d'entraînement. Et oui, pour répondre à la deuxième partie de ta question, également sur le vélo, le travail de force est très important, notamment sur les départs arrêtés. On fait beaucoup de départs arrêtés avec gros braquets. On fait de plus en plus également d'endurance de force, on va dire, sur piste, avec des très très gros braquets, sur des cadences, alors forcément un petit peu plus élevées que sur route quand même. On n'est pas à 50 RPM parce qu'il faudrait mettre des braquets Hmm. qui n'existent pas actuellement. Donc on est plus voilà, sur des cadences de 80-85, mais ce qui finalement par rapport à l'activité est déjà assez bas. On est déjà 20 à 25 RPM en dessous. Et on compense, voilà, la cadence n'est pas très basse, mais le niveau de puissance est très élevé. Ce qui fait que finalement, en termes de Newton, on se rapproche quand même d'une Ouais. séance d'endurance de force sur la route. Ouais, dans tous les cas, toi, tout ce qui est Newton, etc., c'est les datas que tu regardes que sur la piste. Comme on peut pas, entre guillemets, pendant la séance, tu peux pas switcher de braquet pour dire mettre un peu plus de cadence, etc. Et du coup, toi, comment tu gères tout ça, les intensités? Du coup, tu sais par rapport à ton tableau de marche, quel braquet l'athlète doit mettre pour avoir une puissance cible. Ouais, oui, c'est ça. Alors ça va dépendre des séances, mais effectivement, les athlètes ont des braquets optimaux, des cadences optimales plutôt, et en fonction voilà de ces cadences et notamment en poursuite des allures qu'on va travailler, on adapte ou non le braquet. Alors il peut être adapté au sein d'une même séance. Hein, il y a des fois des changements de braquet pour ajuster d'une dent de plateau, notamment ça s'est fait très très régulièrement. Mais voilà, les datas nous qu'on regarde effectivement, c'est beaucoup la puissance, les newtons quand on travaille la force. Voilà, et la gestion des intensités, elle se fait là-dessus, sur le nombre d'exercices, le nombre de séries, le nombre de relais quand on est en poursuite par équipe également, le nombre de sprints quand on fait une séance de peloton, de simul course au point par exemple. Voilà, elle se fait plutôt là-dessus. Et du coup, quand je t'écoute un petit peu, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais que ouais, quasi trois quarts des séances sur piste sont quand même relativement intenses. C'est rare de faire Ouais, tu vas pas faire de la zone 2 sur piste. Les faire tourner pendant pendant 2-3 heures à 90 tours en zone 2, je pense que c'est ultra monotone et ouais, ouais, ça va être c'est une des compliqué. c'est une des bases de l'activité en fait, c'est
Sur piste, on pense d'abord la qualité avant de penser à la quantité. Clairement, comme je t'ai dit, les athlètes pratiquent la piste et la route, donc tout ce qui est séance d'endurance, de zone 2, de zone 3, ça on va le faire plutôt sur route. Mais quand on est sur la piste, voilà, c'est du travail qualitatif. Des fois, on peut avoir également du travail technique, se faire à intensité plutôt basse voilà, sur des séances derrière moto notamment. Mais ça reste effectivement quelque chose d'assez rare. Et très clairement, sur piste, 90% des séances, on va chercher des intensités à I5 ou plus. Voilà, Oh, c'est la base ok. de l'activité. Ouais. Ok, ouais, donc si on regarde la répartition de la charge d'entraînement, etc. sur la semaine, dès que tes athlètes sont sur piste, ils sont sur une séance plutôt intense. Et en fait, dès qu'ils rebasculent sur route, c'est pour faire le foncier ou l'endurance ou la récupération, quoi. Ouais. Oui, voilà. Après, la gestion de la charge sur une semaine et des intensités, finalement, elle est assez classique par rapport à un routier lambda, on va dire. Simplement, voilà, les séances intenses, elles seront faites en priorité sur piste. Après, voilà, ça dépend également aussi des périodes de l'année. Nous, souvent, au pôle, on alterne des phases plutôt de préparation route avec des phases plutôt de préparation piste en fonction des différents objectifs. Et c'est pas rare que des fois pendant 2, 3, 4 semaines, les coureurs n'aillent pas sur la piste parce qu'on est vraiment dans une période de préparation exclusivement route. Et au contraire, voilà, en période hivernale notamment, on a la chance d'avoir un vélodrome. Ben là, on peut être amené à faire 3, 4 séances de piste dans la semaine, ou même sur des stages équipe de France encore plus. Donc voilà, c'est pas parce que on fait de la piste qu'on va forcément en faire tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Il y a aussi une petite variation en fonction des objectifs, justement, qui est hyper important. Ouais, donc on rejoint le schéma assez classique de une ou deux séances, voire trois séances intenses dans la semaine et le reste plutôt basse intensité. Là, la différence, c'est que dès que tu es sur intensité, entre guillemets, tu es plus souvent sur piste que sur la route. Voilà, c'est ça. Donc plus souvent sur la piste. Et puis comme je t'ai dit, on est souvent également sur voilà, des stages pistes qui vont être quasiment tous les mois. Voilà, et donc là sur ces stages, on va faire vraiment beaucoup d'intensité sur toute la semaine. Et du coup, on compense sur la semaine précédente et la semaine suivante en faisant au contraire un petit peu plus d'endurance, en lâchant un petit peu les intensités. Finalement, je crois que c'est quand même le plus important, c'est cette gestion des intensités, pas aller dans le trop qui serait clairement néfaste. Et il faut faire clairement voilà, attention à ça, attention à ça aussi. Ouais. Et ouais, du coup, comment tu fais du coup pour suivre cette charge-là et te dire, bah là, on est trop dans l'intensité? Parce que tu vois, quand tu es sur un stage, tu es sur un collectif. Là, c'est différent de moi, je vois mon travail individuel où tu peux agir sur l'entraînement de chacun quand il est chez lui. Là, tu es sur un collectif, du coup, tu fais comment? Tu dis, bah toi, aujourd'hui, tu roules pas? Ou je pense que c'est compliqué sur place de dire, bah, d'individualiser à bloc, tu vois. Ouais, alors bah, sur les stages, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué parce qu'on a une dynamique d'équipe qui est Hum. hyper importante. Nous, la discipline prioritaire en équipe de France reste la poursuite par équipe, donc on ne peut pas individualiser autant qu'on aimerait en fonction des athlètes. On a une dynamique d'équipe à conserver. Par contre, c'est vrai qu'au quotidien, nous sur le pôle, on essaye de faire très attention et d'individualiser au maximum ces charges d'entraînement. Après, nous, voilà, sur les outils qu'on utilise, clairement, on n'est pas sur les outils classiques des routiers, style TSS, parce que finalement, c'est très peu représentatif de ce qui est fait sur la piste. Le TSS, il accorde une très très grosse importance au volume de pratique. Et voilà, une séance de piste, quelquefois, notamment sur des départs, on va faire très peu de vélo, très peu de volume, mais finalement, c'est quand même une séance qui va être assez traumatisante et qui va taper. Donc finalement, on revient
revient un peu à la base, au classique, avec le RPE et au ressenti des athlètes, qui reste finalement le plus simple dans le suivi et à mettre en place. Et après, on a également des outils voilà, de suivi de l'état de forme au quotidien, où voilà, les athlètes remplissent un petit questionnaire tous les matins, et ça nous permet d'avoir un petit suivi également de leur état de forme avec des questions assez simples. Et ça permet, voilà, l'ensemble de ces outils permet finalement d'avoir une vraie gestion de la charge et de l'état de fatigue des athlètes. Ouais, parce que ouais, les outils, quand même, même la méthode Foster se base sur le temps en minutes, les TSS sur le volume. Du coup, ouais, sur piste, vous faites des séances courtes en soi. Si on Mm. se base juste sur ces indices-là, les séances ne sont pas, entre guillemets, pas si intenses que ça comparé à une course route. Et Ouais, tu c'est vas te ça. dire, ouais, mais t'en fais 2 par jour, t'es toujours moins qu'une course, quoi. Alors en termes d'intensité, si tu regardes le découpage des intensités sur la matinée, ouais, tu t'es mis des grosses séances, tu t'en es mis dans les dents, quoi. C'est ça, oui. Et puis même une séance de 3 heures en endurance fondamentale sur la route, elle serait catégorisée comme plus dure qu'une séance piste, peu importe laquelle, même voilà, une séance de poursuite serait catégorisée moins dure qu'une séance de 3 heures Ouais, tranquille oui. sur la route. Donc voilà, c'est un outil qu'on n'utilise pas du coup et qui serait pas représentatif de ce que font les athlètes au quotidien. Ouais, c'est clair, en fait. Du coup, t'as pas le choix de switcher entre le ressenti, la perception, l'échange avec l'athlète, plus toi, à force, en fait, tu sais dans quelle zone tu travailles pour avoir un suivi de charge qui, en plus, du coup, n'est pas forcément fonctionnel parce que dès que tu fais, par exemple, une semaine sur piste, ces valeurs-là vont baisser et dès que tu rebascules sur route, ça va re-augmenter. Donc du coup, tu vas dire, tu as les alertes qui arrivent alors que dans la réalité, euh, la charge, elle monte ou elle explose entre guillemets juste parce que le fait, tu bascules sur du volume. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux juste répéter ta question? Ça a bugué un petit peu. J'ai pas tout entendu. Ah, pardon. Ouais, je te disais en fait que tu peux pas forcément suivre uniquement les TSS ou la méthode Foster quand tu es par exemple sur une semaine sur piste, parce que dans tous les cas, ça va influencer. Et par exemple, la semaine d'après, tu bascules sur une semaine endurance. Et là, les valeurs de charge vont exploser parce que dans tous les cas, vu que tu remets du volume, en fait, tu vas te dire, si tu regardes le TSB, tu vas passer dans le négatif, etc. Et là, tu vas dire, bah, je suis en limite, entre guillemets, en surentraînement, alors que c'est juste la semaine d'avant qui influence les résultats de cette semaine. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, donc c'est pour ça que nous, on utilise vraiment le RPE de l'athlète, qui va être beaucoup plus représentatif. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, on a la chance d'être sur un pôle au quotidien avec eux, donc on se rend compte assez vite voilà, de de l'état de forme et de comment ils encaissent ou non la charge d'entraînement. Et on profite justement d'être voilà, au quotidien avec eux. C'est quand même une chance. Et finalement, c'est un peu comme ça qu'on varie les charges et qu'on fait évoluer ou non ce qui était prévu à l'entraînement. Et du coup, tu vois, je suis intervenu sur un DE il y a pas longtemps sur la partie formation des jeunes. Et tu vois, quand tu regardes un peu tout ce qui est donc, formation de l'enfant entre enfant, adolescence et préadulte, on te dit que il n'y a pas besoin de développer l'endurance avant le pic de croissance et à partir du pic de croissance, développer l'endurance. Et est-ce que toi, du coup, tu penses que un athlète jeune, si on l'habitue, on l'entraîne à faire de la vitesse et de la PMA, est-ce que ça peut être bénéfique pour la piste ou tu vois, c'est pas forcément primordial pour performer sur piste? Alors, je pense quand même que c'est quelque chose d'assez important. Pour moi, voilà, le coureur qui va réussir à développer ses qualités assez jeune, aller travailler assez jeune de vitesse et de PMA, les intensités assez hautes, alors d'une manière ludique, hein, pas la peine de s'enfiler des grosses séances de 30-30 ou de Jiménez, on parle pas de ça, hein, mais d'une manière ludique, finalement, c'est ce qui est fait sur la piste, hein, les jeunes quand ils courent sur la piste, ouais, ils travaillent les intensités sans pour autant s'en rendre compte. Voilà, pour moi, c'est assez important et ce sera toujours bénéfique dans le développement de l'athlète par la suite. Euh, un adulte qui aura pas développé ces qualités-là en étant jeune aura quand même du mal
aller performer sur ses qualités. Et finalement, ça reste quand même des qualités importantes si on veut performer sur des courses, que ce soit sur la route ou sur la piste. Donc travailler cela assez jeunes. Alors nous, voilà, finalement, au pôle, on les prend, ils ont 15 ans. Souvent, c'est des athlètes qui ont une croissance assez avancée. Donc c'est vrai Hmm. on peut se permettre de les faire travailler assez rapidement et assez fort là-dessus. Euh, mais même voilà, sur des plus jeunes, travailler ces qualités de manière un peu plus ludique, ça reste quelque chose d'assez important, je pense. Ouais, dans tous les cas, toi, sur piste, les critères importants, c'est avoir une PMA assez élevée, un temps de soutien à PMA important et être capable d'être assez véloce pour pouvoir emmener des gros braquets et rouler vite. Ouais, c'est ça. Et puis aussi les qualités vraiment lactiques de résistance sont hyper importantes. Souvent sur piste, voilà, les sprints sont lancés d'assez loin. Ça reste des temps d'effort voilà, qui vont être de 15 à 30 secondes sur un sprint, en course au point par exemple. Donc ça fait quand même appel beaucoup à ces qualités de résistance. Et ces qualités de résistance, comme tu l'as dit, à haute cadence. Parce que voilà, sur des sprints, on va atteindre des 130, 140, 145 RPM. Donc, ce qui est quand même assez élevé. Il faut être capable d'être efficace sur ces hautes cadences, ce qui est pas forcément simple. Et du coup, pour ces hautes cadences-là, est-ce que c'est une qualité qui est plutôt innée ou est-ce que c'est une qualité que, par exemple, tu tombes sur un athlète qui a toutes les qualités requises, sauf que il sait pas bien tourner les jambes, il sait pas les tourner vite. Est-ce que toi, tu mets en place des exercices spécifiques pour essayer de le faire gagner en vélocité ou au contraire, tu sais que c'est limité, que tu n'arriveras pas à faire mieux? On a forcément toujours un peu les deux cas. Hein. Il y a des athlètes qui sont hyper techniques, hyper à l'aise sur des hautes cadences, et d'autres au contraire qui sont plus des gros bourrins entre guillemets. Et ça, j'en ai eu pas mal sur le pôle. Hein. Dernier exemple en date, c'est Hugo Boucher qui vient d'être champion de France cadet sur route. Lui, clairement, la vélocité, c'est pas sa qualité première. Mais voilà, avec ce travail sur piste, en cadette, les braquets sont limités. Jusqu'à présent, c'était 50-15 jusqu'à cette année. Ça va évoluer un petit peu l'an prochain. Ce sera 52-14. Et voilà, ça reste encadré quand même. Et donc finalement, en fait, voilà, les coureurs qui pratiquent la piste jusqu'en cadet vont forcément, de par ces braquets limités, travailler à haute cadence. Euh, et, et même pour un coureur pour qui ce n'est pas ses qualités premières, ça reste hyper intéressant. Et dans le cas d'Hugo, voilà, ça lui a permis également de se développer sur des points faibles qui en sont finalement qui voilà aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Et même si ce n'est pas sa qualité première, il est beaucoup plus à l'aise sur des hautes cadences. Oui, le fait que le braquet est limité en cadet sur piste fait qu'il n'a pas le choix d'être véloce pour pouvoir avoir des résultats, pour pédaler dans tous les cas sur piste. Ouais, Sinon, il ouais, sera en difficulté entre guillemets s'il n'a pas le choix. c'est ça. Et lui, clairement, bah, cette année, il a été limité par ce braquet, notamment en poursuite indive où ouais, sur les 3 kilomètres, il fait 3,27 au championnat de France en tournant les jambes à 130, 135 RPM. Bah, clairement, lui, ce qui le limite, c'est la cadence et pas la puissance qu'il développe. Mais bon, en tout cas, ça lui permet de travailler une qualité qu'il n'avait pas l'habitude de travailler auparavant. Et finalement, dans son développement à long terme, ce sera quelque chose qui lui sera très bénéfique, même si cette année, bah, il n'a pas été champion de France de poursuite, du coup. Mais voilà, c'est pas grave, on regarde aussi au long terme son développement et ce que ça peut lui apporter. Pas forcément d'exercice précis pour travailler la vélocité parce que les braquets font que tu n'as pas le choix d'être sur de la vélocité pour, Oui, euh, c'est ça. pour faire les courses, etc. En Ok. fait, peu importe l'exercice qu'on va leur proposer, que ce soit des sprints,
la poursuite, de l'américaine, voilà, de la prise de tour. En fait, du moment qu'on leur met leur braquet cadet, finalement, ils vont tout de suite être en survélocité et atteindre, voilà, là, c'est des cadences qui peuvent aller jusqu'à 150, 160 RPM sur un 200 mètres lancé braquet cadet, 50-15. Voilà, et forcément, ils sont en survélocité. Donc, peu importe l'exercice, en fait, du moment qu'on limite un peu le braquet, on va travailler à haute cadence. Ouais, t'as pas besoin d'aller chercher la vélocité max comme je vois les séances pour les sprinters où on leur fait travailler à des gros démarrages, on les fait pédaler ouais, sur des vélocités max à plus de 200 RPM où tu essayes d'aller chercher 1, 2, 3 RPM de plus pour dire voilà c'est toujours plus ou c'est toujours un progrès. Toi, t'as pas ce côté-là d'aller chercher ces très très hautes cadences. Non, 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 ouais, on différencie bien, voilà, les sprinters des endurants sur piste. Euh, Nous, ça reste pas la priorité, étant donné que voilà, les braquets à la sortie de cadet deviennent libres. Finalement, bon, voilà, aller chercher des cadences pour nous déjà de 150, 160 en cadet, ça reste déjà hyper important. Et finalement, c'est déjà quelque chose qui sera plus retrouvé dès les juniors. Donc pour nous, voilà, ça nous suffit amplement et on cherche pas à limiter encore plus ce braquet pour aller dans des cadences encore plus hautes. On n'a pas forcément d'intérêt là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as un exemple deux semaines type? Une première semaine quand tu switches entre route et piste et une semaine où tu fais par exemple un stage où voilà, c'est pour avoir une idée un petit peu du volume et du type d'effort que tu réalises sur chaque semaine. Ouais, ouais, complètement. Bah alors le lundi, souvent, traditionnellement, soit du repos, soit une séance light de récup de ce qui a été fait du week-end. Ensuite, sur la journée de mardi, alors nous on a la chance là au Pôle France à Bourges d'avoir des horaires aménagés qui permettent aux coureurs les mardis et jeudis de faire du bi-quotidien. Donc ils ont des heures libres, notamment en fin de matinée, pour leur permettre de s'entraîner. Donc très souvent le mardi, on va faire une séance de musculation, par exemple le matin, puis une séance de piste l'après-midi, ou une séance intense en tout cas, qui peut être également sur la route ou du home trainer, mais plutôt une séance intense. Le mercredi, ça va être la sortie traditionnelle sur la route, donc plutôt sur de l'endurance. Euh, voilà, donc la sortie classique. Le jeudi, donc même chose, plutôt bi-quotidien. Donc là, voilà, soit ça dépend de ce qui a été fait le mardi, ça dépend de la charge d'entraînement qu'on veut, mais il est possible de placer encore deux entraînements. Donc ça peut être du gainage par exemple le matin et de nouveau une séance de piste ou de home trainer l'après-midi. Le vendredi, souvent c'est un petit peu plus light, donc très souvent c'est récup ou repos complet. C'est aussi la journée où les coureurs souvent rentrent au domicile, donc c'est une journée qui est un peu plus compliquée niveau entraînement. Et ensuite le week-end, bah, ça va dépendre de voilà, s'il y a une course notamment, donc ça peut être le traditionnel déblocage samedi et course dimanche ou alors deux entraînements samedi dimanche. Voilà, c'est assez variable. Mais voilà, c'est clairement une semaine assez classique niveau entraînement. Et après Ça roule, ouais. Et sur quand tu une bascules en semaine mode de stage stage intense, là, donc là comme je t'avais dit au début, on est vraiment sur du travail d'intensité. Donc là très souvent en fait on va avoir des séances intenses tous les jours. Donc un stage en général, on le fait nous du lundi au vendredi pour libérer les coureurs le vendredi et leur permettre de courir le week-end. Mais très souvent, en fait, répartis sur la semaine, il va y avoir 5 à 7 séances intenses sur la semaine et entrecoupées de séances plus techniques, de séances
récupération ou des réveils musculaires sur la route également. Mais voilà, ça reste des semaines très intenses. Il y a au moins une séance intense par jour et des fois deux. Ça dépend des catégories d'âge des coureurs, ça dépend de leur expérience aussi. On adapte en fonction de ça. On n'entraîne pas forcément de la même façon une junior dame par rapport à un espoir homme, forcément. On a un petit peu d'adaptation. Mais voilà, ça reste hyper intense. Ouais. Ok, ouais, donc dans tous les cas, pas le choix d'adapter. Mais ces semaines de stage sont dans tous les cas très intenses, quoi. Ouais. Ouais. Et dernière petite question pour clôturer. Je me doute de la réponse, mais quand là, c'est les vacances scolaires, les athlètes ne sont pas présents au pôle. Du coup, tu continues quand même le suivi à distance et ils n'ont pas forcément accès à la piste. Donc du coup, comment tu fais toi les rappels de piste ou tu fais vraiment du cas par cas s'il y a possibilité, etc. Ouais, alors ça dépend là du coup clairement des objectifs de chacun. Par exemple, dans le cas de mes cadets là qui avaient comme objectif le France Piste qui était début juillet, finalement pour eux ça s'est bien goupillé parce qu'ils ont fait de la piste voilà jusqu'à fin juin au pôle. Ils sont allés ensuite au championnat de France et puis après ça l'objectif a été le championnat de France route et donc finalement il y a pas eu de besoin il y a pas eu de besoin de pratiquer la piste. Donc eux clairement là ils vont faire 5 à 6 semaines sans pratiquer la piste mais voilà c'est pas un souci, on reprendra au mois de septembre sans problème hein. C'est même plutôt bénéfique pour eux d'aller se développer et de travailler vraiment sur la route sur cette partie estivale. Et ensuite pour ce qui est des juniors et des espoirs qui, eux, sont présents sur les championnats internationaux. Donc là, on fonctionne par le biais de stages, en fait, équipe de France. On pratique des stages. On était 10 jours en stage avant le championnat d'Europe qui était au Portugal mi-juillet. Après ce championnat d'Europe, il y a eu une phase de préparation pour le France Route qui s'est déroulée la semaine dernière. Et là, les juniors qui retournent au championnat du monde fin août, on les reprend en stage à la fin de semaine, là, donc mi-août, une semaine en stage avant de partir en Colombie pour le championnat du monde. Donc effectivement, oui, il y a pas vraiment de séance individuelle sur piste, mais sur ce format un peu de stage, finalement, on s'y retrouve plutôt bien. Et comme je t'ai dit un peu depuis le début, finalement, voilà, qui est beaucoup une phase d'entraînement beaucoup plus sur la route, c'est vraiment pas néfaste et ça permet de développer les qualités d'endurance notamment qui sont quand même nécessaires aussi à la piste. Ouais, non, c'est top. On peut même conclure du coup le podcast sur le fait que la double activité, elle doit être plus qu'encouragée, que ça soit par exemple route et VTT, route cyclocross, route piste. Dans tous les cas, tu progresses et c'est pas néfaste. Juste voilà, comme on dit, c'est bien répartir les charges d'entraînement. C'est sûr que si tu fais tout à bloc tout le temps, voilà, tu te tires une balle dans le pied. Mais le fait de pratiquer deux activités, ça peut être que positif et te faire progresser. Ouais, c'est clair et je crois que les étrangers, enfin certaines nations sont un peu en avance sur nous quand même sur cette vision un peu pluriactivité, notamment les Anglais ou les Italiens qui ont une vraie école de la piste notamment, mais enfin les Anglais c'est pareil, ils passent tous soit par la piste, soit par le cyclocross, comme Pidcock qui est le parfait exemple. Voilà, c'est très encouragé à l'étranger. En France, on est un petit peu peut-être conservateur. Enfin, certains sont un petit peu conservateurs et ont une vision très routière de l'activité. Mais finalement, les qualités physiques et techniques qui sont développées dans les autres activités, elles sont hyper bénéfiques ensuite pour le routier. Donc c'est vraiment, je pense, à encourager au moins jusqu'en junior. Après, effectivement, en fonction du projet de chaque athlète, arrivé en catégorie espoir, on peut se recentrer éventuellement uniquement sur une activité, mais je pense que jusqu'en junior, c'est hyper bénéfique. Ouais. La littérature scientifique va aussi dans ce sens.
que les jeunes athlètes devraient faire plusieurs activités, que ce soit dans leur discipline ou d'autres disciplines pour vraiment le développement athlétique, etc. Alors que si on fait qu'une seule discipline, on va dire, ça fait un petit peu entonnoir, on s'enferme, on n'ouvre pas les portes à côté pour tout ce qui est développement athlétique, coordination, qui fait que sur le long, alors court terme, c'est peut-être pas forcément néfaste, mais sur le long terme, avec le passage à haut niveau, ça peut avoir une incidence sur la réussite à haut niveau. Ouais, ouais, complètement. Et puis, enfin, l'activité route, une activité forcément très endurante de nature, et il y a quand même le risque un petit peu de se diéséliser, forcément. Et c'est vrai qu'en pratiquant un petit peu à côté d'autres disciplines un peu plus intenses et ludiques, ça permet forcément de travailler à haute intensité d'une manière un peu plus simple, on va dire. Donc forcément, les bénéfices à terme, ils sont importants. Je te rejoins complètement sur le peu d'athlètes que j'ai qui font de la piste à côté. Je trouve que même en termes de qualité de travail, le fait d'aller sur piste, faire des épreuves courtes ou des entraînements courts et intenses, ils arriveraient peut-être pas forcément à faire ça à l'entraînement, ils auraient peut-être pas le même engagement mental sur route. Donc je me dis ouais, ça peut être vraiment quant à la possibilité en fonction de là où on a des pistes, etc. En France, hein, c'est pas accessible pour tout le monde, mais ça peut être pas mal de Ouais, d'utiliser les deux, même pour juste le côté entraînement. ouais, ouais, complètement. Et puis il y a cet aspect un petit peu sur piste où forcément on n'a pas le compteur devant les yeux, on fait appel à ses sensations, on va un petit peu plus loin dans l'effort, on sort de sa zone de confort. Et je pense que c'est aussi très enrichissant, voilà, dans une période où on calibre tout de plus en plus, des fois de sortir un petit peu de ça et voilà, d'aller sur des côtés un petit peu plus ludiques, comme j'ai dit. Et après, c'est pas que la piste, hein, le cyclocross et le VTT sont un petit peu de la même trempe, mais voilà, sortir un petit peu de ce calibrage poussé à l'excès des fois, qui peut être un petit peu néfaste. Merci, je pense que c'était un super podcast sur la partie route-piste. On aborde très peu ce sujet-là, donc je te remercie d'être intervenu sur le podcast. Merci Maxime, pas de problème, merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de suivre Cyclisme Performance sur les différents réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter. À la prochaine!